Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière de la magie sous un autre angle, puisque comme vous le savez, nous fêtons cette semaine les 6 mois de la chaîne. Et à cette occasion, je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale, et je vous ai demandé dans la vidéo précédente d'ailleurs, si vous aviez des questions à me poser, qui me concernent ou qui concernent la chaîne, ou YouTube, ou la magie en général. Donc vous avez été quelques-uns à me poser certaines questions, donc on va les voir tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu plus naturelle. Il y aura sûrement beaucoup moins de montage que dans les vidéos de d'habitude. Ça, c'est plutôt pour essayer d'apporter un côté un peu naturel, comme si on discutait en fait tous ensemble. Mais avant de répondre à vos questions, je voudrais d'abord faire un peu un bilan de ces 6 mois passés. Donc déjà, vous êtes aujourd'hui à peu près 120 abonnés, hein, c'est vraiment énorme par rapport à ce que j'espérais, puisque bon, il ne faut pas oublier qu'on est sur une chaîne de magie. La magie intéresse du monde, mais ça reste quand même un sujet qui n'est pas majoritaire, hein. On n'est pas sur du jeu vidéo, on n'est pas sur des vidéos un peu rigolotes, non, on est vraiment sur des sujets un petit peu particuliers. Les chaînes de magie qui cartonnent, bien souvent, ce sont celles qui expliquent beaucoup de tours, et c'est normal, hein. Moi, c'est pas l'angle que j'ai abordé dans cette chaîne, donc forcément, je savais que ça n'allait pas exploser. Donc je m'attendais en fait à avoir à peu près 50 abonnés au bout d'un an. Donc vous voyez que vraiment c'est vraiment inespéré, vous êtes déjà 120 abonnés et ça fait que 6 mois. Donc vraiment merci à vous tous qui vous êtes abonnés, bienvenue aux derniers abonnés qui se sont abonnés là, ces jours-ci. Je pense que je vais vous dire beaucoup merci très souvent, je pense que ça va être le mot de la vidéo, hein, donc voilà, parce que vraiment sincèrement je le pense, vraiment c'est vraiment inespéré. Et puis vos messages, vos commentaires, on y reviendra, mais tous vos messages et vos commentaires de soutien sont vraiment vraiment moteur en fait, ça me donne vraiment envie de continuer, donc c'est vraiment cool. En termes de rythme de vidéo, j'ai posté pour l'instant 30 vidéos, donc celle-ci c'est la 31e. 30 vidéos à peu près en 6 mois, ça en fait à peu près 5 par mois, donc environ une par semaine. C'est à peu près le rythme que je pensais faire. Alors il faut savoir quand même que ça prend beaucoup de temps. Sincèrement, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps de faire les vidéos, de créer une chaîne YouTube. Pour vous donner une idée à peu près, mes vidéos font entre 10 et 15 minutes en règle générale, et je mets à peu près 3 heures pour les préparer. À peu près 1 heure de tournage, et puis environ 2 heures pour faire le montage. Donc vous voyez que 3 heures pour une vidéo d'un quart d'heure, c'est vraiment beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Mais malgré ça, ça reste quand même vraiment une belle expérience. Vraiment, c'est quelque chose de très sympa à faire, je trouve. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup pour l'instant. J'aime bien surtout le côté un peu interactif, vous voyez les échanges qu'on a par commentaire, vos retours, vos appréciations, vos idées, c'est vraiment intéressant, c'est enrichissant. Je trouve que c'est vraiment bien pour ça. Et donc comme je l'ai dit aussi juste avant, c'est vrai qu'il y a des moments où, vu le temps que ça prend, on aurait un peu envie de baisser les bras. Et vraiment vos messages de soutien, vos encouragements, tous les messages que j'ai reçus, on n'est pas très nombreux, hein, 120 abonnés pour une chaîne YouTube c'est pas énorme, mais déjà c'est beaucoup. Et ça m'amène vraiment beaucoup comment dire, d'encouragement, ouais, pour continuer la chaîne. Vous êtes nombreux à me dire que ça vous plaît, que ça vous intéresse, que ça vous donne envie de continuer la magie. Donc vraiment c'est cool, parce que c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette chaîne là, pour apporter une autre vision, expliquer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de lire, et finalement donner aussi envie de s'améliorer et de trouver des astuces pour améliorer les tours, etc. Donc ça vraiment, c'est vraiment ce qui me plaît, et je vois que ça vous plaît aussi, donc ça c'est vraiment bien. Euh, donc bah voilà, ça c'est vraiment cool. On va pouvoir passer à vos questions, aux questions que vous m'avez posées et aux commentaires que vous m'avez laissés. Alors je me suis préparé un anti-sèche, hein. J'ai réécrit en fait toutes vos questions, j'ai noté un petit peu ce que j'allais dire pour y répondre. Vous avez été 7 à me poser des questions, à me laisser un commentaire, donc ça me permet de tous les parcourir. Je vous propose qu'on les parcourt les uns après les autres, dans l'ordre d'arrivée, et puis un par un, on va les lire, et puis je vais commenter et répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors tout d'abord, on a Archéon. Alors désolé si je prononce mal vos pseudos, hein, je fais de mon mieux. Donc Archéon, je pense que ça se prononce comme ça, qui nous dit: Salut, tout d'abord je trouve ta chaîne juste géniale car le concept est innovant, intéressant, et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de magie de manière aussi originale que toi. Continue comme ça. Voici ma question: comment t'est venue la passion pour la magie et comment as-tu eu l'idée de parler de la magie sous un autre angle? On veut savoir. Alors merci beaucoup Archéon. Donc vous voyez, je dis merci, mais je crois que je vais vous dire merci à tous à chaque fois, parce que
vraiment c'est très sympa. Donc merci déjà Archeon pour ce premier commentaire déjà, que tu trouves la chaîne géniale, le concept est innovant. C'est un petit peu l'idée, hein, effectivement, c'est d'amener une autre vision, la magie sous un autre angle, donc aborder la magie sous un angle un petit peu différent, plus psychologique, expliquer un petit peu plus la théorie, plutôt que de rentrer dans des tours expliqués qui en fin de compte vont perdre en qualité si on n'a pas toutes ces petites subtilités psychologiques. Donc tant mieux, je suis content que ça te plaise, et vraiment ça me fait plaisir ce que tu me notes. Alors maintenant, concernant ta question, donc comment m'est venue la passion pour la magie et comment est-ce que j'ai eu l'idée de parler de la magie sous un autre angle? Alors, moi j'ai commencé la magie vers 10-12 ans à peu près, hein, c'était au début des années 90. J'ai regardé surtout des émissions de télé, en fait. À l'époque, il y avait des émissions comme Studio Gabriel, Attention Magie, Coucou c'est nous aussi, Le Millionnaire un petit peu plus tard, et puis encore plus tard le plus grand cabaret du monde notamment, que vous devez sûrement connaître même pour les plus jeunes d'entre vous. Donc j'enregistrais avec un magnétoscope à l'époque, hein, j'enregistrais les émissions de télé quand elles passaient, et puis ensuite je décortiquais les tours qui me plaisaient le plus. Comment dire, je mettais au ralenti, j'essayais de comprendre comment le magicien faisait pour ensuite pouvoir moi les faire. Donc ça m'a permis de voir en fait parfois certaines subtilités, certaines techniques que je connaissais pas encore à l'époque, hein, mais j'essayais de comprendre comment il faisait pour arriver à faire ça. Donc là pendant quelques années j'ai fait comme ça, vraiment c'était assez en pointillé on va dire, hein, j'en faisais un petit peu de temps en temps et puis j'apprenais quelques trucs comme ça par moi-même on va dire. Et puis ensuite vers l'âge de 20 ans je m'y suis mis vraiment beaucoup plus sérieusement. Là, j'ai commencé à faire des commandes en boutique, à acheter du matériel, des livres, mes premiers livres de magie, les cartes Bicycle, des pièces, etc. pour faire des manipulations. Donc c'est à peu près vers l'âge de 20 ans que j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement, c'est-à-dire à apprendre vraiment des tours, des techniques, puisqu'il faut bien se dire qu'à l'époque, on était au début des années 90-2000, Internet n'était pas très développé, hein, donc on n'avait pas Internet à la maison. Si on voulait obtenir des informations, il fallait aller à la bibliothèque, ou il fallait lire les journaux, les magazines, etc. Donc sur la magie, il n'y avait pas grand-chose, il fallait vraiment aller en boutique pour pouvoir acheter des tours. On pouvait en acheter aussi en correspondance, mais disons qu'il fallait avoir des adresses, il fallait connaître les boutiques comme ça, il n'y avait pas d'autre choix en fait. Et notamment sur la magie, qui est quand même un sujet assez caché, assez mystérieux, masqué, on ne dévoile pas les tours, donc il ne faut pas que ce soit accessible à tout le monde. Et bien c'est vrai qu'à part dans les magasins grande surface ou magasins de jouets où on pouvait acheter des boîtes de magie, si on voulait vraiment rentrer dans une magie un peu plus pro, on va dire, un peu moins enfantine, bien il fallait aller dans les boutiques, il n'y avait pas d'autre choix. Maintenant, concernant la deuxième partie de ta question, concernant la magie sous un autre angle, comment j'ai eu l'idée de parler de ça sous cette manière-là. En fait, j'avais lu pas mal de livres, et j'avais trouvé par-ci par-là des idées, des suggestions, des petites subtilités, et j'aimais bien ça. Quand un magicien disait, attention, si vous faites de cette manière-là, par exemple, là récemment on a parlé des révélations, je ne sais plus dans quel livre, j'avais lu ça, qu'il fallait mieux dévoiler en deux temps, par exemple étendre le paquet, montrer qu'il y a une carte à l'envers, et ensuite retourner la carte plutôt que de le faire dans l'autre sens. Donc vous voyez ce genre de petites subtilités, on en trouve, mais c'était de manière vraiment très éparse, très diluée au milieu du reste en fait. Donc il n'y avait pas un livre consacré à ça. En tout cas, il y en a, mais à l'époque, je ne savais pas qu'il y en avait. Donc j'aimais bien ces petites touches un petit peu psychologiques, mais malheureusement, je trouvais que c'était pas assez abordé, pas assez mis en valeur. Et donc au début des années 2010, même en 2010 je crois, j'ai eu l'idée de créer un blog qui s'appelle La magie sous un autre angle. Pour ceux qui ne le savaient pas, effectivement, il y a eu un blog avant d'avoir la chaîne YouTube. Dans ce blog, j'ai essayé de recenser tout ce que j'avais gardé en tête, dans justement ces petites subtilités psychologiques, qu'est-ce qui fait qu'un tour de magie fonctionne, ne fonctionne pas, etc. Et donc j'avais rédigé pas mal d'articles comme ça. Ce blog existe toujours, vous l'avez peut-être vu, vous êtes peut-être arrivé sur ce blog avant d'arriver sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Je le mets parfois en description des vidéos, je le mets pas toujours parce que malheureusement il existe toujours mais il est envahi de pubs. C'est un blog qui est hébergé chez Overblog et malheureusement Overblog ne s'en sort plus beaucoup bien malheureusement financièrement, ils sont obligés de rajouter beaucoup de publicité sur les blogs, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci, mais moi personnellement je ne touche rien, c'est un blog complètement gratuit pour moi, en tout cas pas rémunéré,
Mais Overblog est obligé de mettre de la publicité. Et donc maintenant le blog est un petit peu envahi de publicité. J'envisage peut-être de l'héberger ailleurs, mais malheureusement ça veut dire que les URL vont changer, les adresses. Donc bon, c'est pas forcément super pratique. Pour l'instant je l'ai pas fait. Et donc eh bien j'ai eu l'idée là récemment, donc il y a 6 mois, ça me trottait en tête depuis un petit moment, de faire une chaîne YouTube où j'allais reprendre un petit peu les articles du blog, mais d'une manière un peu plus dynamique, un peu plus naturelle. Le fait d'être filmé, d'être en vidéo, c'est un petit peu plus sympa à voir aussi plutôt que de lire. Et donc c'est comme ça que j'ai créé la chaîne YouTube La Magie sous un autre angle. Et d'ailleurs, à ce sujet, on y reviendra, mais j'ai encore beaucoup d'idées de sujets. Il y a des choses qui sont sur le blog qui ne sont pas encore dans la chaîne YouTube. Et il y a aussi des choses que j'avais pas mis dans le blog à l'époque et que j'ai appris depuis, que je vais sûrement aussi mettre dans la chaîne YouTube. Donc j'ai encore beaucoup d'idées, hein, je vous rassure. Mais je vous ai quand même demandé effectivement si vous aviez des idées de sujets pour plus tard, parce que je voulais voir un petit peu vous, ce que vous attendiez de la chaîne. Est-ce que vous aviez des questions, des choses, des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Et on y reviendra bien sûr au fil de vos questions. Donc merci encore Archéon. Et puis n'hésite pas, si tu as d'autres questions, bien sûr, de les mettre en commentaire, il n'y a aucun souci. Alors ensuite, on passe à Team O. Alors pareil, je sais pas si c'est Time O, Team O, désolé si j'écorche ton surnom. Donc Team O, donc, qui a beaucoup participé au niveau des commentaires, hein, vraiment c'est très sympa. Il y a une bonne dynamique, je trouve. Donc Team O qui me demande donc une première question: quand as-tu commencé la magie et quel tour t'a motivé à en faire? Et deuxième question: quel est le tour que tu trouves le plus incroyable? Et continue comme ça, tu gères et tu me motives à faire de la magie. Alors merci beaucoup Team O, hein, vraiment, vous êtes vraiment super au niveau de vos commentaires, ça me booste, mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est vraiment chouette. Pour répondre à tes questions, donc j'ai commencé la magie, donc comme j'ai dit, vers 10-12 ans à peu près, et puis ensuite plus sérieusement vers 20 ans. Et aujourd'hui j'ai 38 ans, donc vous voyez, je suis pas non plus, ça fait pas non plus des dizaines d'années que j'en fais. Et quel tour t'a motivé à en faire? Alors, comme je l'ai dit plus tôt, je regardais beaucoup les émissions de télé, et je me souviens notamment d'un tour qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qui se faisait avec des pièces. C'était des pièces à travers la table, que j'ai vu dans l'émission Attention Magie, je crois. Et vraiment, ce tour était bluffant. Le magicien avait 4 pièces, il n'en avait pas plus, parce que parfois on le fait avec 5 pièces. Lui, il avait vraiment 4 pièces, et il faisait passer les pièces à travers la table au fur et à mesure, avec une salière. Je me souviens, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ce tour, ou l'ont vu peut-être à l'époque dans l'émission. Et il avait une salière, et à la fin, il dupliquait la salière, ensuite elle disparaissait. Enfin, c'était vraiment génial ce tour. Vraiment, je trouve qu'il était monté d'une superbe manière. Il y avait plein d'effets, c'était vraiment un peu comme des effets à tiroir, quoi. Ça s'enchaînait, il n'y avait pas de coupure, et c'était presque logique aussi, puisqu'il prenait la salière pour justifier le fait que les pièces passent à travers la table, comme s'il mettait de la poudre magique, vous voyez, pour que les pièces traversent. Moi j'ai trouvé vraiment que ce tour à l'époque, il était bluffant, il était bien construit, et c'est un des tours notamment qui m'a marqué, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Je n'ai plus la vidéo malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée non plus sur YouTube ou sur internet, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont, voient de quoi je parle. Je sais même pas comment s'appelait le magicien qui le faisait, parce que j'étais quand même gamin à l'époque, et c'est un petit peu dommage d'ailleurs, parce que vraiment je pense que c'est un magicien qui était vraiment très bon. Donc je dirais vraiment ce tour là qui m'a motivé, parce que c'est celui-là dont je me souviens le plus. Pour ta deuxième question, quel est le tour que tu trouves le plus incroyable? Alors j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé de tour vraiment incroyable. Peut-être que si je devais en choisir un, j'ai envie de dire La femme coupée en deux par Penn et Teller. Pour ceux qui connaissent, Penn et Teller, c'est deux magiciens américains qui sont assez connus, ça fait 40 ans je crois qu'ils font de la magie ensemble, et donc ils ont une manière de présenter les tours qui est vraiment très particulière, qui est presque choquante. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à faire des tours un peu gore, avec du sang, avec des imitations de mort aussi, et donc notamment cette femme coupée en deux, ils ont une scie, comment dire,
ils font comme s'ils allaient démonter le tour, c'est-à-dire expliquer comment la femme se place pour qu'on puisse la couper en deux. Et en fait, ils lâchent la scie et la scie coupe réellement la femme. Enfin, pas réellement, mais on a l'impression, avec du sang, des boyaux, etc. Enfin, c'est dégueulasse vraiment. Mais ce qui est vraiment génial dans ce tour, bon, déjà, c'est l'étonnement de couper en deux comme ça et que ça devienne sanglant, même si on les connaît et qu'on on se doutait un petit peu que ça allait partir comme ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'à la fin, ils ne reconstituent pas la femme. Il la laisse couper en deux parce que finalement elle est censée être morte. Bien sûr, le public sait très bien qu'elle n'est pas morte, il n'y a pas de problème. On sait bien qu'ils ne vont pas tuer quelqu'un sur scène. Mais si vous voulez, le côté de laisser la femme couper et de ne pas la reconstituer, je trouve que c'est vraiment presque du génie en fait. De se dire finalement elle est coupée en deux. Pourquoi est-ce qu'on la reconstruit? Pourquoi on la reconstituerait? Finalement, c'est pas tellement logique. Et le fait qu'elle soit coupée en deux, mais on sait qu'elle n'est pas morte, ben, c'est suffisamment magique en fait. C'est vraiment bien, je trouve. Alors, d'ailleurs, ça m'a fait penser, ta question m'a fait penser aussi, j'ai hésité entre citer ce tour de La femme coupée en deux par Penn et Teller, et aussi citer les interventions de Sylvain Mirouf à la télévision dans les années 90, hein, toujours. Hein, c'est un peu ma référence, puisque là on parle des débuts quand j'ai commencé la magie et ce qui m'a donné envie. Sylvain Mirouf, donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous le connaissez tous, c'est un magicien français qui a notamment été connu, particulièrement connu dans les années 90-2000, parce que notamment il passait à la télévision, notamment dans les émissions de Michel Drucker, et dans justement les émissions de Michel Drucker, notamment dans Studio Gabriel, Sylvain Mirouf passait quasiment chaque soir. Et donc chaque soir, il présentait un tour différent, et bien souvent c'était un tour qu'il avait inventé lui-même. Et ça a duré pendant, je crois, 4 ans, je crois, Studio Gabriel, ou 3 ans, et ensuite 2 ans à Vivement Dimanche. Bon là c'était une fois par semaine, mais pareil, c'était des tours à chaque fois différents. Donc le fait qu'il ait présenté tous ces tours-là, il a présenté quand même plus de 800 tours différents à la télévision avec une seule représentation, c'est-à-dire qu'il le faisait une seule fois. Alors peut-être qu'après il l'a repris dans des spectacles ou autre, mais en tout cas à la télévision il ne le faisait qu'une seule fois, juste pour cette représentation-là, et donc 800 tours différents, jamais 2 fois le même, et ça a représenté à peu près 500 tours qu'il a créé lui-même. Je ne sais pas si vous imaginez le boulot que ça représente sur quelques années. Hein. J'ai trouvé donc les statistiques sur Wikipédia. Les dates sont de 94 à 99. Vous vous rendez compte, en 5-6 ans, quoi, le nombre de tours qu'il a dû imaginer, qu'il a dû créer. Alors, il y en a certainement beaucoup qu'il avait déjà créé avant, hein, parce que Sylvain Mirouf est quand même un magicien qui a beaucoup créé, qui est très créatif. Il a inventé beaucoup de tours, il en a commercialisé, etc. Mais là, pour les émissions de télé, il y a beaucoup de tours qu'il n'a fait qu'une seule fois. Il les a créés, inventés, imaginés juste pour cette émission de télé, juste pour une seule fois, une seule représentation. Et après, on ne les a plus jamais revus. C'est vraiment du génie, quoi. C'est là vraiment pour... Si on doit parler de quelque chose d'incroyable, je parlerais vraiment plutôt de ça. Je trouve que c'est vraiment bluffant, quoi. C'est fou, quoi. Et d'ailleurs, Sylvain Mirouf est l'un des magiciens qui m'a donné envie de faire de la magie. Il le dit lui-même, il n'est pas très technicien, c'est-à-dire qu'il n'est pas très manipulateur, mais par contre, en termes de mise en scène, en termes de simplicité, d'effet, il va vraiment à l'essentiel, et il a une manière de présenter qui est naturelle, qui est simple, et il ne se met jamais en avant par rapport au spectateur. Et vraiment, je trouve que c'est une belle manière de faire, quoi. Donc moi, vraiment, Sylvain Mirouf, c'est pour moi un des magiciens qui m'a vraiment motivé à faire de la magie. Donc merci Team O pour tes questions et pour ton commentaire très gentil, comme d'habitude. Pierre Firecat maintenant, alors pareil, j'espère que j'écorche pas ton surnom. Alors toi, tu m'as pas vraiment posé de questions, mais tu m'as donné des sujets, des idées de sujets, puisque je demandais ça aussi. Donc brainstorming de questions et de sujets intéressants. L'éthique en magie, on en parle. Devenir magicien pour soi-même ou pour les autres. Comment trouver son style, l'identité, personnage, gimmick perso. Je m'arrête là, mais des idées de sujets, ce n'est pas ça qui manque. À bientôt. Ce n'est pas ce qui manque, pardon. À bientôt. Alors, merci encore, hein, vraiment, pour m'avoir apporté ces idées. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu les sujets un par un pour vous dire si je pense les reprendre ou pas, ou comment je me situe par rapport à ces sujets-là, assez rapidement. Hein. L'éthique en magie. Alors, l'éthique, pour ceux qui ne voient pas, c'est en fait le fait qu'il y a certains magiciens qui débinent les tours, c'est-à-dire qui expliquent
des tours que d'autres magiciens font ou vendent. Il y a aussi beaucoup de tours volés qui sont commercialisés dans une boutique et dans une autre boutique sans recréditer ou sans reverser l'argent à l'inventeur, à l'auteur du tour. C'est un petit peu comme en musique ou en cinéma, hein. Il y a bien sûr du copyright, il y a d'une propriété intellectuelle, des inventions de tours, comme des brevets, etc. Et donc du coup, bien sûr, l'auteur du tour doit normalement être rémunéré quand le tour est vendu, et il y a malheureusement des copies, des boutiques malhonnêtes qui vendent des tours d'autres personnes et qui gardent de l'argent pour elles. Donc voilà, ça c'est l'éthique du coup, enfin c'est les manques d'éthique. Donc voilà, ce sujet-là est effectivement très intéressant. Alors le problème, c'est que c'est un sujet un petit peu controversé, et c'est vrai que personnellement, je ne sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Je suis contre la copie, hein, ça c'est certain. D'ailleurs, dans mes vidéos, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'essaye de faire attention de ne pas réutiliser de choses interdites ou autres. Mais c'est vrai que du coup, c'est un sujet, je ne suis pas sûr de l'aborder vraiment dans une de mes vidéos. Je vais voir. Je pense qu'il faut que je me renseigne en fait, surtout un petit peu plus, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe précisément. Devenir magicien pour soi-même ou pour les autres, donc ça c'est un point qu'on a un petit peu effleuré dans la vidéo L'attitude du magicien, vous savez, où je posais la question à quoi sert un tour de magie. Donc on a un petit peu effleuré ça, l'attitude du magicien, comment il se place par rapport, pourquoi il fait de la magie et comment il se place par rapport au public. Mais peut-être qu'effectivement ça pourrait être intéressant de l'aborder de manière un petit peu plus poussée dans l'angle que tu donnes, c'est-à-dire par rapport à soi ou aux autres. Donc je garde l'idée de côté, c'est noté. Trouver son style, son identité, alors ça effectivement c'est un sujet qui est très très intéressant aussi, c'est comment est-ce qu'on doit agir, comment on doit se présenter, comment on doit trouver notre style. Quand on voit un magicien comme Éric Antoine par exemple, voilà, il a trouvé son style, il a créé son personnage avec ses cheveux de savant fou, avec ses blagues, avec l'humour, et puis sa manière un peu brutale, mais en même temps affectueuse envers le public. Donc c'est vraiment un rôle, bien sûr, qu'il se donne. Ça doit être certainement une part de lui aussi. Mais effectivement, c'est un sujet qui est très très intéressant. C'est quelle attitude on doit avoir, et est-ce qu'on doit rester constant, ou est-ce qu'on peut changer, etc. Donc ça, c'est un sujet aussi que je garde bien de côté. C'est noté aussi. Donc merci encore Pierre pour ces suggestions. C'est vraiment très très intéressant. On passe au suivant, donc Étienne H qui nous dit: pour les tours de cartes qui nécessitent une préparation en amont, comment faire pour ne pas trop élever la curiosité du spectateur, et comment répondre à mais la dernière fois tu m'as fait mélanger le jeu. Alors c'est une très très bonne question. Alors je vais essayer d'y répondre là, même si je pense que ça pourrait nécessiter une vidéo en entier. En gros, tu vas avoir plusieurs possibilités. Soit ta préparation elle est importante, c'est-à-dire que tu dois préparer par exemple tout le paquet ou toute la moitié du paquet. Dans ce cas-là, il faut que tu la prépares forcément avant. Donc tu vas commencer par ce tour-là. Et éventuellement, tu peux faire, si tu sais faire, tu peux faire des faux mélanges ou des fausses coupes. Par contre, effectivement, tu ne feras pas mélanger le jeu au spectateur. Si jamais tu sais faire un change de paquet, alors souvent ça fait un petit peu peur, moi le premier d'ailleurs, hein, mais en théorie c'est pas très très compliqué, dans la pratique il faut s'entraîner. Un change de paquet, c'est-à-dire que tu vas faire des tours avec un paquet normal, avec un paquet tout simple, et à un moment donné tu vas échanger ton paquet pour le remplacer par celui qui a été préparé pour faire un tour ensuite, pour faire le tour suivant. Donc ça s'appelle un change de paquet, ça se fait au moment d'une mise direction, donc soit au moment où un spectateur signe une carte, ou alors entre deux tours quand les spectateurs discutent entre eux, ou quand tu appelles un spectateur à venir sur scène, au moment en fait où il se passe rien de particulier, où là tu peux ne serait-ce que mettre tes mains dans tes poches et ressortir le paquet dans l'autre poche et laisser le premier paquet dans l'autre. Ça peut se faire, il y a plein de techniques hein, pour faire ça, donc si tu sais le faire et si ça te fait pas peur, tu peux essayer de faire comme ça. Dans ce cas-là, tu peux placer ce tour avec la préparation complète en plein milieu de ta présentation. Tu peux aussi ranger ton paquet de cartes, faire un tour de pièces par exemple, et puis un tour de stylo, j'en sais rien, d'élastique avec d'autres objets, puis ensuite refaire un tour de cartes, et là tu vas ressortir ton paquet préparé. Bien sûr, ça les spectateurs ne le savent pas. Maintenant, si la préparation, si elle est petite, c'est-à-dire que par exemple tu dois préparer juste quelques cartes sur le dessus du jeu ou au-dessous du jeu, dans ce cas, tu peux tout à fait faire mélanger le jeu au spectateur,
Donc il mélange, il te rend les cartes, et en introduisant le prochain tour, donc en disant donc maintenant on va faire, je sais pas, une expérience de lecture de pensée par exemple, des choses comme ça, donc tu vas faire un petit peu ton baratin, tu fais défiler les cartes et tu prépares tes cartes devant lui, en fait, devant le spectateur. Tu lui montres pas la face des cartes, tu le fais face vers toi, mais tu peux arranger ton paquet comme ça se fait vraiment assez rapidement, en quelques secondes, on va dire en une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes. Pendant ce temps-là, on discute, bien sûr, faut pas que les spectateurs se disent tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire, mais ça peut passer. Tu peux le faire aussi, donc préparer toi-même les cartes entre deux tours, en appelant un nouveau spectateur. Donc, tu remercies le spectateur qui était avec toi juste avant, par exemple, et puis tu demandes à un autre spectateur de venir, donc là tu vas chercher les volontaires, et le temps que la personne se lève, qu'elle vienne, etc., tu as largement le temps, nonchalamment, hein, bien sûr, faut faire comme si c'était normal, mais tu peux du coup retrouver tes cartes, faire ta petite préparation, et voilà, normalement ça peut bien se passer. D'ailleurs à ce sujet, si tu dois mettre une seule carte par exemple au-dessus du paquet ou en dessous, tu la repères dans le jeu et tu coupes simplement. Voilà, et elle est au-dessus ou au-dessous. C'est assez facile. Le tout surtout c'est de rester naturel, c'est de ne pas que ça dure trop longtemps et puis de pas être insistant. Si tu vois que tu as un peu de mal, tu attends un petit peu, puis tu recommences, et puis tu attends un petit peu, tu recommences jusqu'à arriver à faire ta préparation finale. Alors concernant la fameuse phrase « mais la dernière fois tu m'as fait mélanger le jeu, pourquoi est-ce que là j'ai pas le droit de mélanger le jeu ?» Quelle attitude avoir et comment répondre si le spectateur te dit ça, c'est que c'est un spectateur exigeant. Et c'est un spectateur que tu connais. Vous vous connaissez bien et il ose te dire ce qu'il pense. Donc ça c'est important, c'est super intéressant parce que ça veut dire que ce spectateur-là, tu vas pouvoir t'entraîner avec lui. C'est-à-dire que tu peux lui faire des tours nouveaux que tu n'as jamais fait à d'autres et lui demander ce qu'il en pense. Il sera sincère, il sera honnête, il te le dira. Par contre, il va être difficile de le bluffer, ce spectateur. Alors j'aime pas le mot bluffer quand on parle de magie parce que on fait pas de la magie pour bluffer les gens, enfin à mon sens, hein, c'est mon point de vue, mais je trouve pas trop de termes, l'émerveiller, le bluffer quoi, enfin faire en sorte qu'ils ne comprennent pas un tour, ça va être compliqué. Donc c'est un challenge. Donc soit t'en profites avec lui pour faire des tours et t'entraîner, et à la limite s'il découvre le secret du tour, dans un certain sens c'est pas très très grave, ça veut dire tout simplement que ce tour là est peut-être pas si bien que ça. Par contre s'il ne trouve pas le truc et si tu vois que vraiment ça a marché, là tu peux te dire que ce tour il cartonne, parce que devant un spectateur exigeant, il a marché. Alors par contre si tu préfères pas t'entraîner devant lui et si tu veux vraiment lui montrer des tours et arriver à l'avoir, on va dire, à le bluffer et qu'il ne comprenne pas le truc, dans ce cas il va falloir que tu choisisses vraiment les tours que tu vas lui montrer. Il faut que tu trouves des tours très visuels, très clean, c'est-à-dire très propres, où il n'y a rien de suspect, on va dire, et donc avec une bonne présentation. Donc ça va pas être facile, mais du coup le tour où le spectateur ne peut pas mélanger le paquet de cartes parce que tu as préparé les cartes, eh bien c'est pas un tour à faire à lui dans ce cas-là, tu vois. Alors maintenant quand même pour répondre précisément à ta question, si jamais un spectateur dit mais oui mais la dernière fois tu m'avais fait mélanger le jeu, pourquoi est-ce que là j'ai pas le droit? J'ai pensé à plusieurs parades. La première, ça peut être tout simplement de répondre par l'humour en lui disant bah oui mais cette fois tu peux pas mélanger, et puis tu enchaînes quand même avec ton tour. Parce qu'il ne faut pas oublier que de toute façon, les spectateurs, ils savent qu'il y a un truc. Donc finalement, si tu réponds quelque chose comme ça, tu te mets un peu à défaut parce que tu te dis, bah oui, effectivement, il y a une préparation, mais ils vont plus en rigoler qu'autre chose, tu vois. À la limite, ils vont peut-être se moquer du tour en disant, ce tour c'est de la merde, de toute façon, on n'a pas pu mélanger et tout ça. Mais si le tour est suffisamment bon, justement, et que tu prends le temps de le faire pour qu'il dure suffisamment longtemps, tu verras qu'à la fin, il y a de fortes chances qu'ils aient oublié qui n'avaient pas eu le droit de mélanger au départ. Parce que justement, ils ont été amenés dans le tour était bon, ils ont été bluffés, ils ont aimé, ils ont passé un bon moment, et au final, à la fin, ils s'oublient qu'ils n'avaient pas pu mélanger le paquet. Et même à la limite, s'ils s'en souviennent, en fait, ils s'en fichent un petit peu, puisque effectivement, ça a marché et c'était chouette. Donc ça, c'est une première possibilité, répondre par l'humour, et puis rester finalement sur ses positions. Tu peux aussi retourner la situation, puisqu'il ne faut pas oublier que quand on fait un tour de magie, les spectateurs ne savent pas ce qu'on va faire. Il n'y a que le magicien qui sait le tour qu'il va faire. Donc en fait, s'il y a un spectateur qui dit « est-ce que je peux mélanger le jeu ?» Alors bien sûr, s'il mélange, ça va péter la préparation. Mais à la limite, on peut lui dire « non mais vas-y, il n'y a pas de souci, mélange !» Donc
là, il va mélanger. Donc, le tour, il est foutu, c'est pas celui-là. Et ben, on va enchaîner avec un autre tour. On peut tout à fait présenter un autre tour où on va faire un forçage quelconque, où on va faire une coïncidence ou autre chose. Il y a des milliards de tours de cartes, donc il y en a beaucoup qui se font de manière impromptue, donc il n'y a pas de souci. Si tu en connais des tours impromptus, bah, tu lui dis bah, non mais il n'y a pas de problème, tiens vas-y mélange, il va mélanger, il va être content, et puis tu fais quand même ton tour. Et ça t'empêche pas après, si ta préparation n'est pas très compliquée, eh ben, de refaire ta préparation et d'enchaîner ensuite avec le tour que tu avais prévu. Et là il ne te redemandera pas forcément de remélanger. Enfin, il y a une dernière possibilité, donc là il faut être bon en manipulation, c'est si jamais vous maîtrisez l'empalmage des cartes, donc le fait de garder des cartes dans la main, cachées. Il est tout à fait possible d'empalmer les cartes préparées, s'il y a 4-5 cartes préparées au-dessus par exemple, on empalme les 4 ou 5 cartes, hein, c'est pas facile, hein, mais encore une fois, si vous êtes bon en manipulation, que vous savez faire, ça peut être une solution. Vous donnez le paquet au spectateur pour qu'il le mélange, donc lui il ne sait pas que vous avez gardé quelques cartes dans votre main, il mélange les cartes, vous reprenez le paquet, vous refusionnez, enfin vous remettez les cartes sur le dessus, et vous pouvez faire le tour que vous aviez prévu. Ça peut être très très bon, même sans forcément que le spectateur le demande, vous pouvez tout à fait faire ça, par contre encore une fois, il faut maîtriser l'empalmage. Moi personnellement, je privilégierais plutôt la deuxième solution, de dire bah oui ok pas de souci, vas-y mélange, et en fait on fait un autre tour. Donc Étienne, j'espère que j'aurai répondu à tes questions, et n'hésite pas si tu en as d'autres, bien sûr. Si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, si vous pensez que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas bien sûr à les mettre dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Maintenant, on passe aux commentaires de Florian Abbat, qui nous dit « Bonjour, j'ai découvert votre chaîne récemment, et ce qui me plaît, ce n'est pas les explications, mais plus votre approche théorique de la magie. Continuez ainsi, parler magie est plus intéressant qu'expliquer un tour, je trouve. » Alors merci beaucoup Florian, je me permets de te tutoyer. Merci beaucoup Florian pour ton message, hein. C'est encore une fois un des messages qui motive vraiment clairement. Voir que ça vous intéresse, que ça vous plaît, que ça vous donne envie. Vraiment moi ça me donne envie de continuer, quoi, parce que je vois que je fais pas ça pour rien, donc c'est cool. Donc pour quand même réagir à ton commentaire, au-delà simplement du remerciement, bien sûr je suis totalement d'accord avec toi, hein, personnellement je trouve aussi que c'est beaucoup plus intéressant l'approche théorique que finalement d'apprendre des tours tout bêtement, on va dire. Sinon j'aurais pas fait la chaîne, hein, forcément. Mais il faut garder en tête qu'il faut les deux, bien sûr, parce qu'il faut connaître la théorie, mais aussi il faut connaître des tours pour appliquer la théorie sur ces tours. Donc finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Moi, sur la chaîne, vous avez vu, j'explique quand même quelques tours, mais c'est pas le cœur du sujet, parce qu'on trouve beaucoup de chaînes YouTube qui expliquent des tours. À vous ensuite d'appliquer la théorie sur les tours que vous avez appris pour les sublimer, on va dire, pour les rendre meilleurs. Mais c'est vrai que la théorie seule donc, ne servirait à rien, mais c'est passionnant effectivement d'apprendre tout ça. Et c'est passionnant pour moi aussi de le transmettre et d'en apprendre encore, puisque bien sûr on en a toujours à apprendre. On passe maintenant à Dimitri Julien qui nous dit « Bonjour, voici une idée de sujet, mentalisme et magie, est-ce qu'il y a véritablement une différence? Et si oui, laquelle ? Autre sujet de discussion, ce qu'est l'impromptu, comment le gérer, ce que tu penses des complices, du pré-show, de la magie à la télévision. Une idée, présenter la fin d'un tour et nous laisser deviner quel pourrait être le cheminement pour en arriver là, éventuellement donner ta ou tes réponses dans une autre vidéo par la suite, ou bien le contraire, le début d'un tour et nous demander quelles pourraient être les suites à donner à ce début. Voilà quelques idées qui me viennent à l'esprit en espérant que ça puisse t'aider. Pour finir, une petite question pour la FAQ. Comment te présentes-tu à ton public, magicien, illusionniste, mentaliste, artiste, etc. Ou est-ce que ça dépend des situations et des spectateurs peut-être? Alors merci beaucoup Dimitri, hein, beaucoup d'informations, beaucoup de choses très très intéressantes aussi dans ton commentaire à toi. Donc c'est vraiment super, c'est chouette. Alors, je vais essayer de reprendre les thématiques un petit peu dans l'ordre. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de mentalisme sur la chaîne, quasiment pas, un tout petit peu. Mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaye de faire en sorte d'y aller progressivement dans les vidéos. En fait, l'idéal, c'est de regarder les vidéos vraiment dans l'ordre où elles ont été publiées. C'est pour ça que je mets des numéros 1, 2, 3, 4, etc. Parce que pour moi, je vois la chaîne un peu comme si je donnais des cours. Alors, c'est pas des cours au sens où on va à l'école et puis c'est chiant, c'est pas l'idée, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de dire on y va progressivement plutôt que de donner beaucoup d'informations trop complexes, on va dire, d'y aller étape par étape. Et donc, je pense qu'il est un petit peu trop tôt, malheureusement pour l'instant, pour parler vraiment sérieusement de mentalisme, parce que c'est une branche un petit peu particulière de la prestidigitation qui
justement fait intervenir tellement la psychologie et la mise en scène que je pense qu'il faut y aller vraiment par étapes. Mais bien sûr, on en parlera du mentalisme. Et d'ailleurs, ta question, mentalisme et magie, est-ce qu'il y a véritablement une différence? C'est très très intéressant de l'aborder sous cet angle-là. Donc je prends note, c'est noté sur ma liste de sujets possibles. Maintenant, concernant l'impromptu. Alors l'impromptu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de faire un tour sans préparation. Ça peut être avec des objets usuels, ça peut être aussi avec un paquet de cartes, mais sans préparer des cartes. L'impromptu, j'ai l'intention d'en parler, ça fait partie des sujets qui sont sur ma liste. Donc on en parlera forcément, mais je ne sais pas encore trop sous quel angle je vais l'aborder. Donc pour l'instant, je me tâtonne, je ne sais pas encore trop. Mais en tout cas, on en parlera, ça c'est sûr. Puisque, à mon sens, les tours impromptus sont les meilleurs. Voilà, sans en dire trop, clairement, c'est ça. Ensuite, les complices, le pré-show, la magie à la télé, il y a aussi beaucoup de choses à dire, donc je note un petit peu tout ça. Je vois un petit peu ce que tu veux dire dedans, c'est un petit peu la magie truquée, puisque à la télé on peut faire des montages, on peut filmer d'une certaine manière, les pré-shows c'est pour les tours de mentalisme, et puis les complices c'est un petit peu de la triche on va dire, mais finalement on triche toujours quand on est magicien, donc c'est très intéressant d'aborder ces points-là, donc je note. Alors ensuite, concernant ton idée, très intéressante de montrer le début d'un tour et de réfléchir à la fin, ou inversement montrer la fin, réfléchir au début. J'aime beaucoup cette idée-là. J'avoue que j'y avais déjà un petit peu pensé. Pas sous cette forme-là, mais j'aimerais faire de temps en temps, je sais pas si ça va être faisable, j'aimerais faire des vidéos où on construit tous ensemble des tours de magie. Par exemple, on va choisir un effet, apparition, disparition, téléportation ou traverser de la matière, ou enfin voilà, on va choisir un effet et puis on va essayer de construire un tour tous ensemble là-dessus. Je ne sais pas du tout si c'est faisable, si c'est réaliste. Est-ce qu'on peut le faire sur 4-5 vidéos? Je ne sais pas. Mais c'est une idée que j'ai. Et donc du coup ça rejoint un petit peu ce que tu proposes là, et peut-être que ce que tu proposes est plus simple finalement, plutôt que de monter tout un tour en entier, peut-être qu'on peut commencer par faire ça déjà, ça peut être vachement bien, et puis ensuite on voit si ça fonctionne, et puis si ça marche peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin, et essayer de construire un tour complètement. Mais en tout cas c'est très très intéressant cette manière de faire, je pense, en 2 temps simplement ça peut être pas mal. Je lis mes notes. Ah oui, alors comment je me présente à mon public? Alors, en fait, il faut savoir que je suis pas un magicien professionnel. Moi, je suis amateur, donc amateur passionné, mais amateur. Donc, je fais pas de spectacle, je fais pas de show, je suis pas payé pour faire de la magie. Donc, j'en fais simplement à ma famille, à mes amis, à mes collègues, voilà. Donc, finalement, rarement à des inconnus. Donc, je me présente pas vraiment. Par contre, ça peut arriver parfois que je dise que je fais de la magie. Par exemple, quand je vais chercher des accessoires dans des magasins qui ne sont pas des magasins de magie, par exemple des magasins de bricolage ou même des grandes surfaces, si on a besoin d'un petit étui pour les cartes ou d'un accessoire lambda, en papeterie ou autre. Donc dans ce cas-là, effectivement, je vais souvent dire que c'est pour faire des tours de magie et que je cherche tel ou tel objet. Alors au début, on peut avoir un peu honte, en fait c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que la magie est souvent associée aux enfants, à l'enfance, donc dire je fais des tours de magie, enfin moi au début ça me faisait un petit peu bizarre de le dire, j'avais un petit peu honte, je l'avoue, mais finalement en fait les gens ils ont 2 attitudes, soit ils s'en foutent complètement, soit au contraire ils vont être intéressés, donc on se moque jamais en fait, enfin j'ai jamais eu de cas de gens qui me disent oh tu fais de la magie toi, non pas du tout, en règle générale voilà, les gens sont plutôt intéressés, il y en a effectivement quelques-uns qui s'en fichent, bon bah voilà c'est pas grave, mais du coup le fait de faire ça parfois, donc dans les magasins ou autres, ça peut déboucher sur l'occasion de discuter un petit peu de magie avec des inconnus, et donc voilà je leur dis simplement je fais des tours de magie, et puis voilà, bon après parfois ça peut arriver que j'en montre un ou deux, mais ça reste assez rare quand même. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et enfin, Christophe Blanchard qui nous dit bonjour. Quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce que c'est plutôt les livres, les DVD ou tout simplement des tours avec gimmicks qui sont prêts à être réalisés? Merci à toi. Merci beaucoup Christophe pour cette question. C'est une question aussi qui est assez intéressante. En fait, moi, mes sources d'inspiration, c'est clairement les livres de magie, tout simplement parce que, encore une fois, dans les années 90-2000, à part la télé, il n'y avait pas vraiment de possibilité d'apprendre des tours, à
part d'acheter des livres ou des cassettes, des DVD, de les commander. Mais du coup, moi, c'était plutôt les livres. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est plutôt... Enfin, j'aime bien me documenter, j'aime bien lire. Je lis beaucoup, même pas que sur la magie, hein, sur les jeux vidéo, sur des livres d'horreur, de science-fiction, de fantastique, etc. J'adore ça. Même tout ce qui est scientifique, j'aime bien lire les magazines scientifiques. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre, on va dire, ou connaître. Et donc, du coup, je suis plutôt parti sur les livres. Et puis les livres, il y a un côté aussi par rapport au DVD, par exemple, un côté un peu plus immédiat, je trouve, dans le sens où un livre, on peut le feuilleter, on peut tomber sur un passage, on peut se dire, ah oui, c'était dans ce livre-là que j'avais vu ça, on regarde la table des matières, tac, on est dessus. Un DVD, c'est plus compliqué, il faut aller dans son salon, on peut pas l'emporter, on peut pas emporter la télé avec nous. Je trouve que le DVD est moins pratique pour apprendre la magie, même si par contre l'apport des images et de la vidéo, forcément ça change tout. Aujourd'hui, bien sûr, on a Internet, on a YouTube, on a tous comment dire, les vidéos de tours qu'on peut télécharger une fois qu'on les a achetées, etc. Où là, par contre, effectivement, sur une tablette, sur un PC, c'est tellement plus facile. Là, c'est vrai que c'est mieux. Mais moi, j'ai pas appris comme ça, en fait. J'ai plutôt appris par les livres, clairement. On pourrait dire que YouTube devrait être une source d'inspiration, mais à part quelques chaînes qui sortent un petit peu du lot, mais sinon, c'est vrai que malheureusement, je trouve que toutes les chaînes se ressemblent, quoi. Et donc du coup, je trouve que c'est pas très inspirant. Et ensuite, donc pour finir, concernant les tours avec des gimmicks tout près, j'en ai aussi, j'aime bien, même si je préfère quand même les tours qui se réalisent avec des objets usuels qu'on peut faire rapidement, facilement, et donc c'est encore plus bluffant pour les gens puisqu'on a fait un tour avec un objet emprunté, par exemple. Mais finalement, il y a quelques objets aussi insolites qui sont truqués et qui sont vraiment chouettes, que j'aime bien aussi, et notamment j'aime bien les petits objets qu'on peut garder sur soi. Ça c'est bien, plutôt que de transporter une mallette de magie, d'avoir dans sa sacoche quelques accessoires de magie, même s'ils sont truqués, hein. Je trouve que ça c'est sympa, ça me plaît bien. Donc voilà, j'espère que je vais avoir bien répondu à vos questions, j'espère que je vous ai pas ennuyé, parce que je pense que la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, voilà, comme je vous dis, c'était vraiment histoire d'échanger et d'avoir un petit peu cet état d'esprit de discussion, en fait, dans cette vidéo-là. Avant de se laisser, je voudrais quand même parler de l'avenir de la chaîne, puisque bon, là ça fait 6 mois, hein, la chaîne est toute jeune, mais il y a probablement des choses qui vont un petit peu changer. Bon, déjà je vous rassure, j'ai beaucoup de sujets prévus. Donc là, on en a rajouté en plus avec vos idées, ce qui est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup de choses. On a de quoi tenir largement 1 ou 2 années facile. Donc vous inquiétez pas, la chaîne continue, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, comme je vous ai dit, c'est quand même très chronophage. Ça prend beaucoup de temps de faire les vidéos YouTube. Donc j'envisage peut-être de réduire la fréquence un petit peu des vidéos, plutôt que d'en faire une par semaine environ. Peut-être d'en faire une toutes les 2 semaines parfois, peut-être pas tout le temps. Donc je serai peut-être pas très régulier, je sais pas encore. J'envisage aussi, et ça j'y pense depuis un petit moment, j'envisage aussi de changer le générique de la chaîne. C'est un générique que j'ai construit moi-même, hein, avec des animations. J'aimais bien la musique au départ, mais avec le temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'en lasse un peu. Je trouve que c'est lent, le générique est trop long. Je pense peut-être m'orienter vers un générique un petit peu plus dynamique, un peu plus court aussi. Bon voilà, mais j'ai pas encore trop d'idées, donc je vais voir. Soit je trouverai quelque chose qui me plaît, et dans ce cas-là je partirai dessus. Soit j'hésiterai peut-être entre plusieurs, et dans ce cas-là, je vous ferai peut-être choisir. Je vous ferai peut-être une vidéo avec 3-4 génériques différents, et puis vous me direz par vote lequel vous semble le mieux. Peut-être qu'on fera comme ça. On verra ça, de toute façon je vous tiendrai au courant. Avant de se laisser, je voudrais aborder un dernier point qui est quand même important. C'est comment vous pouvez soutenir la chaîne. Soutenir la chaîne, donc c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, et que la chaîne soit de plus en plus connue. Eh bien, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous si vous avez des amis, des collègues ou de la famille ou autres qui font de la magie aussi, n'hésitez pas à leur parler de la chaîne, en continuant à mettre des likes, des pouces en l'air. N'en mettez pas systématiquement, hein. S'il y a une vidéo qui vous plaît moins, vous n'en mettez pas, vous pouvez mettre aussi un pouce en bas si la vidéo ne vous plaît pas, il n'y a aucun souci. Si vous faites ça, un truc qui serait intéressant, c'est de laisser un commentaire. S'il y a une vidéo qui ne vous plaît pas, vous pouvez mettre le pouce en bas, puis mettre un petit commentaire pour dire ce qui ne vous a pas plu. Parce que c'est assez frustrant en fait de voir un pouce en bas et de se dire d'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la vidéo est trop longue? Est-ce que c'est le sujet qui ne plaît pas? Il y a également un autre point qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'algorithme de YouTube,
le nombre de vues ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de se dire, je vais lancer plein de vues sur une vidéo, comme ça il va y avoir un pic sur le nombre de vues de cette vidéo, et donc du coup elle va être plus proposée. Eh bien non, parce que ce qui compte le plus, c'est la durée de visionnage. Donc c'est-à-dire que si vous regardez une vidéo et puis que vous la coupez tout de suite, en fait c'est négatif. Ça fait une vue de plus, mais une vue qui n'a pas duré, donc la vidéo n'est pas intéressante. Donc YouTube va le prendre plutôt négativement. Donc évitez ça, je le dis pour moi, mais je me le dis pour toutes les chaînes qui vous plaisent sur YouTube, évitez de faire des fausses vues courtes, en tout cas, parce que du coup ça va finalement enterrer plus la chaîne, parce que pour YouTube ça crée des vues mais qui n'ont pas intéressé le spectateur. Donc il faut vraiment rester sur la vidéo et la regarder jusqu'au bout. Ça vaut aussi si vous avancez. Si vous avancez, ça fait des passages non vus, et YouTube calcule le temps vraiment de visionnage, donc le temps que vous avez vraiment laissé en lecture. Alors je vous dis pas ça pour que vous fassiez des fausses vues, hein. Moi c'est pas du tout mon but, mais je vous le dis pour que vous le sachiez, parce qu'on n'en a pas forcément conscience. On pense bien faire, et finalement on crée des vues qui vont être négatives. Maintenant concernant la rémunération, je tiens à vous dire que je n'ai pas du tout l'intention de monétiser les vidéos, c'est-à-dire de mettre de la publicité sur mes vidéos sur la chaîne. Peut-être que je changerai d'avis, mais sincèrement je pense pas. De toute façon, la question ne se pose pas pour l'instant, puisqu'il faut au moins 1000 abonnés pour pouvoir commencer à monétiser une chaîne, donc à créer des pubs dessus. Donc aujourd'hui, vous êtes 120, donc on n'en est pas encore là, on peut laisser le temps couler, mais en tout cas, voilà, moi je tiens à vous dire que je ne monétiserai pas la chaîne, en tout cas, c'est pas du tout prévu. Mais j'ai quand même une suggestion à vous faire. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont des gamers, si vous jouez aux jeux vidéo. Moi j'aime bien les jeux vidéo, hein, depuis très très longtemps. Et donc j'ai eu une idée. Si certains d'entre vous ne connaissent pas le site Instant Gaming, c'est un site internet, il n'y a pas d'affiliation, hein, c'est vraiment moi qui vous en parle. C'est un site internet sur lequel vous pouvez acheter des jeux légalement, mais moins cher que sur les boutiques officielles. Je pense qu'ils doivent acheter des clés en grosse quantité, et donc ils ont des réductions. Vous trouvez des jeux Steam, des jeux pour Xbox, pour PS4, pour Switch aussi, des cartes prépayées qui sont un petit peu moins chères aussi, et puis des abonnements en ligne, vous savez, notamment pour les Xbox, PS4 et Switch, pour pouvoir faire du multijoueur. Et donc à chaque fois, tous les jeux qui sont proposés et les cartes, etc., sont proposés à prix réduit. Et ça, c'est très très intéressant, parce que du coup, vous allez pouvoir avoir, même sur les derniers jeux qui sortent, entre 10% de réduction et parfois 60-70% de réduction. Donc c'est vraiment intéressant. Vous achetez le jeu sur la plateforme Instant Gaming, ça vous donne le code, et ensuite vous entrez ce code sur votre Steam ou sur votre Xbox ou sur votre Switch, et ça vous donne, enfin ça vous donne pas, vous l'avez payé sur Instant Gaming, mais du coup vous l'avez payé moins cher et vous l'avez légalement, ce n'est pas du piratage. Et donc cette plateforme Instant Gaming, enfin ce site, permet le parrainage. Donc ce que je vous propose pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est que vous suiviez le lien que je vais mettre dans la description. Avec ce lien, vous arrivez sur le site Instant Gaming, mais en étant parrainé par moi. Donc vous retrouvez les jeux exactement au même prix, mais si vous avez un jeu qui vous plaît et que vous l'achetez sur cette plateforme-là, donc à prix réduit, vous ne le payez pas plus cher que si vous n'étiez pas passé par le lien, mais moi je vais toucher une petite part parce que je vous ai propulsé sur le site Instant Gaming. En passant par le lien, si vous achetez vos jeux, moi j'aurai 3% je crois de votre commande. Donc vous ne payez pas plus cher, encore une fois, hein. Si le jeu est affiché à 17 €, il est affiché à 17 € pour tout le monde. Et bien moi, si vous le payez à 17 €, bien du coup j'aurai 3% des 17 € sur mon compte Instant Gaming, ce qui me permettra de m'acheter des jeux vidéo plus tard, et donc du coup d'avoir un peu plus d'argent pour peut-être racheter du matériel, acheter des tours, racheter des livres, etc. et vous en parler ensuite sur la chaîne. Il n'y a aucune obligation, vraiment, ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai pensé à ça, je me suis dit que ça pouvait être peut-être une manière pour vous de m'encourager, de me soutenir et de finalement m'apporter un petit soutien financier, même si c'est pas grand-chose. Et ça ne vous coûte rien dans le sens où vous allez acheter vos jeux moins cher de toute façon que si vous les aviez achetés sur Steam, sur Xbox ou sur PS4. Donc finalement, c'est un peu du gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Après, encore une fois, n'achetez pas un jeu exprès pour me donner des sous. Enfin, vous voyez, c'est pas le but, hein. Voilà, achetez-vous des jeux, et si vous y pensez, eh bien, essayez de passer peut-être par Instant Gaming, et puis comme ça, ben, moi, ça me permettra d'avoir un petit peu de cagnotte qui va augmenter. Voilà pour ça. J'aime pas trop finir sur cette thématique-là, parce que bon, c'est pas trop
c'est pas trop mon genre de parler argent comme ça, mais je voulais quand même en parler parce que je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes complètement contre, dites-le aussi, hein, n'hésitez pas. Encore une fois, de toute façon, il n'y a aucune obligation. Ceux que ça intéresse, vous pouvez le faire. Ceux que ça n'intéresse pas, ne le faites pas, il n'y a pas de problème. J'espère que cette vidéo un petit peu particulière aura répondu à vos attentes et à vos demandes, et ça aura apporté un petit vent de fraîcheur sur la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo, probablement dans le courant de la semaine prochaine. Encore merci beaucoup vraiment pour votre soutien, pour vos messages. Vraiment, c'est très encourageant. Merci beaucoup pour avoir partagé, avoir liké les vidéos. Continuez surtout pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que la chaîne ait de plus en plus de visibilité et pour qu'on puisse ensuite discuter un petit peu de tout ça avec encore plus de monde et de passionnés de magie. Je vous dis bien sûr, comme d'habitude, à très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle. Vidéo qui sera un petit peu plus classique, sauf si le générique change d'ici là, on verra. À bientôt.